Hello, hello, bonjour et bienvenue pour ce nouveau live. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment, ça fait 2 semaines qu'on a eu le précédent live. Et donc, on reprend les bonnes habitudes sous le soleil aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment super. Mais écoutez, déjà, selon toutes les personnes qui sont dans le chat, Mister Frank Underwood, haha, c'est Tipar, comme on dit. Bienvenue à toi. Salut Nicolas, Nicolas Le Scope. Allez le suivre sur Twitter. Il fait des petits posts quotidiens assez sympathiques. Mister Chavenet, toujours fidèle parmi les fidèles. Salut, je suis libre. Salut Hugla alias René. Qui il y a d'autres? Mister Yoda BZH. Et il y en a quand même pas mal d'autres. Joël Séguillon, salut, bienvenue à toi. Mister Satanimax aussi, allez voir ses lives. Il parle de jeux vidéo. C'est Jonathan, qui d'ailleurs fait partie de mon équipe, soit dit en passant. Donc il fait des lives super sur le jeu vidéo. Donc si ça vous intéresse, allez le voir. Bref, bienvenue à tout le monde. Écoutez, aujourd'hui, nouveau live. On est reparti pour une nouvelle semaine. Je fais juste une toute petite parenthèse. Il y a quelqu'un qui disait dans le chat tout à l'heure, la musique est fournie par Adrien DJ. Eh ben non, c'est pas Adrien DJ, c'est pas Adrien Linuxtric qui est un DJ, soit dit en passant aussi. Et allez voir ses lives, allez voir toutes les vidéos qu'il fait, c'est super intéressant. Non, non, la musique, c'est mon frère qui l'a faite, la musique du générique du live, que vous n'entendez pas sur YouTube, parce que très régulièrement, YouTube vient m'embêter sur tout ce qui est musique, et des fois, il strike des choses qu'il n'a pas du tout à striker. Donc pour l'instant, et puis la musique est un peu trop longue pour un générique YouTube, mais mon frère va me faire une petite version raccourcie de 15 secondes pour pouvoir la mettre sur YouTube. Voilà. Donc si vous regardez cette vidéo sur YouTube en replay, n'ayez crainte, quand vous voulez écouter la musique, il faut venir sur le live de Twitch tous les lundis midi. Voilà pour cette petite introduction. Écoutez, aujourd'hui on va repartir donc sur un nouveau sujet, et je voulais vous parler, allez, d'un sujet dont je voulais parler depuis assez longtemps déjà. Je voulais parler d'une rockstar des années 80 et 90, une rockstar des stations de travail, une rockstar du logiciel, on peut le dire. Je voulais donc vous parler de Silicon Graphics, alias SGI. Donc Silicon Graphics, qui était donc un grand constructeur de stations de travail dédié à la 3D, l'animation et les stations de calcul, voilà, les serveurs de calcul, disons-le aussi simplement que ça. C'est une société dont je voulais parler parce que elle a apporté énormément de choses sur le marché, dans le monde de l'informatique moderne. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais elle a donné, je dirais, à la communauté, disons-le comme ça, un certain nombre de choses. Et c'est une entreprise qui aujourd'hui a disparu, mais qui a laissé quand même une empreinte indélébile dans beaucoup de domaines. Et donc, je voulais en parler parce que pour celles et ceux qui ont vécu dans les années 80-90, c'est aussi du matériel et du logiciel qui faisait rêver, parce que c'était clairement le futur. Les stations de travail Silicon Graphics, tout le monde rêvait d'avoir une station de travail Silicon Graphics, mais c'était complètement hors de portée du porte-monnaie. Donc Silicon Graphics, donc on va parler un petit peu donc de cette entreprise, et je vais commencer un petit peu par sa création. Donc Silicon Graphics est une entreprise qui s'appelait initialement Silicon Graphics Computer System. Donc est une entreprise qui s'est spécialisée dans le domaine de l'imagerie de synthèse au sens très large du terme, c'est-à-dire la 3D temps réel, le calcul et la génération d'images de synthèse, mais pas que, aussi le calcul mécanique, la conception assistée par ordinateur, et tout ce domaine qui est assez vaste, je dirais, et donc qui a commencé réellement à émerger au tout début des années 80. Donc Silicon Graphics, ça a été créé en 1982 par un certain monsieur Jim Clark. Et je vais faire une petite parenthèse, une fois n'est pas coutume, sur ce monsieur. Déjà, je vais vous afficher son petit portrait pour commencer. Toc, voilà, ça va être mieux comme ça. Donc Jim Clark, c'est ce monsieur-là, ici, voilà.
Jim Clark, donc c'est un ingénieur, un investisseur, on va dire aussi, un créateur d'entreprise américain, qui a aujourd'hui 82 ans, si ma mémoire est bonne. Donc, il est né en 1944, voilà, si je ne m'abuse, et donc c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière, alors qui a un parcours un petit peu atypique, parce que c'est quelqu'un qui a quitté l'école à l'âge de 16 ans pour s'engager dans l'armée. Eh bah oui, parce que pourquoi pas? Donc, il n'a pas passé, ses diplômes, entre guillemets, les diplômes, de fin d'études, on va dire, qu'il devait passer. Il s'est engagé dans l'armée et son passage dans l'armée, il a été initié à l'électronique, ce qui l'a fortement intéressé. Et au bout de ces 4 ans passés dans l'armée, il a repassé dans une forme de candidat libre des concours pour intégrer l'université. Et donc, parce que l'électronique lui plaisait très 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 fortement, et donc il a bossé les cours de soir pour réintégrer l'université et donc obtenir son diplôme en physique et suivi d'un PhD en computer science à l'université de l'Utah. Ça, c'était en 1974 et donc il a gravi les échelons, et est arrivé, à un moment donné comme professeur, assistant, et puis, à l'université de Californie, Santa Cruz. Et ensuite, il a déménagé à l'université de Stanford. Donc, petite université s'il en est, voilà. Donc le mec a quitté l'école à 16 ans, puis par un petit concours de circonstances, s'est retrouvé professeur à l'université de Stanford, dans lequel il s'est spécialisé sur toute la recherche sur la 3D temps réel et les graphismes 3D, donc qui était une partie émergente, on va dire, de la computer science, comme on dit, de l'époque, à la fin des années 70, début des années 80. Et donc, avec ses étudiants, à l'époque, il avait mis au point un système qui était nommé le Geometry Engine, donc qui est un système de carte. On peut appeler ça une forme de carte graphique, une carte accélératrice 3D avec des microprocesseurs dessus, qui permettait donc d'accélérer tout ce qui était rendu 3D, le calcul, les transformations géométriques, donc calcul de vecteurs, de matrices, ce genre de choses, etc. Et à la suite de ça, il a eu pour idée de se dire, bah, quelque chose qui est bankable, on a de quoi fonder une entreprise et donc de commercialiser tout ça. Ça vous rappelle pas des histoires dont on a déjà parlé, du genre Sun Microsystem? Un jour, je vous ferai un petit live, une petite vidéo sur Sun Microsystem. Mais vous verrez que les parcours de création de ces entreprises sont étonnamment très très proches. Et donc, lui, armé donc de son projet de Geometry Engine et de carte accélératrice 3D, etc., donc il a fondé Silicon Graphics Computer System avec une petite armée d'étudiants. Et donc, ils ont commencé donc, à créer le hardware qui était nécessaire à cette nouvelle aventure, je dirais. Donc voilà. Donc, James Clark, peut-être que son nom ne vous est pas inconnu si vous avez travaillé dans tout ce qui est 3D, tout ce genre de choses, etc. Bah, James Clark, c'est un nom qui vous est peut-être pas inconnu. Pourquoi? Parce que il a travaillé avec un certain Edwin Catmull. Edwin Catmull, ça vous dit rien? Eh ben oui, c'est un grand chercheur aussi de renommée mondiale sur tout ce qui est la recherche en 3D, etc. Et il y a un algorithme qui porte leur nom, l'algorithme de Catmull-Clark, donc qui permet de faire de la subdivision de surface 3D pour pouvoir partir d'un objet qui est peu défini et obtenir donc un objet extrêmement défini par subdivision de surface. Et donc, vous voyez comme quoi ce monsieur-là n'est pas un lapin de 3 semaines. Autre point, pour y dire que ce nom ne vous est pas inconnu aussi pour d'autres raisons. Et oui, il n'est autre que le cofondateur de Netscape. Rappelez-vous, fin des années 90, Netscape est arrivé et il est cofondateur de Netscape. Voilà. Donc, je vais retirer la petite photo de notre ami James Clark, et donc ils ont créé Silicon Graphics. Donc très rapidement, le logo a été un petit peu celui-ci, une sorte de cube stylisé d'hypercube, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc c'est un des logos, je dirais, assez fameux de ces entreprises des années 80 et 90, tel que celui aussi de Sun Microsystem, des logos qui sont un peu restés dans la mémoire. Et
Donc ils ont cofondé donc cette entreprise pour construire les premières stations de travail 3D. Donc à l'époque, rappelons que la puissance des calculs n'était pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui, et donc travailler sur de la 3D temps réel, je vais la nommer comme ça, même si elle était loin d'être temps réel à l'époque, c'était quand même quelque chose d'assez inédit, et ils ont conçu les premières stations de travail Iris, et les Iris 1000 qui ressemblent à ça, qui n'étaient pas réellement une station de travail. En fait, c'était une forme de terminal, si j'ose dire, basé sur une architecture 68000, donc qui était connecté à un système de type VAX, donc construit par Digital Equipment, encore un très grand nom de l'électronique et de l'informatique des années 60 à 90, on va dire. Et donc ces terminaux, on va appeler ça comme ça, puisque les premières stations de Silicon Graphics étaient des sortes de terminaux plus ou moins actifs ou passifs, on va dire, donc qui étaient reliés à un système Digital Equipment VAX et couplés à la fameuse carte Geometry Engine, donc qui permettait de faire du rendu de scènes 3D, d'objets 3D et du calcul de transformation d'objets 3D. Donc très très rapidement, il y a eu toute une série de machines, donc ces stations qui étaient dénommées Iris. Et je me souviens plus quelle était la signification du sigle, mais bon, peu importe, c'est pas tellement important. Et donc il y a eu les Iris 1000, donc qui est la première station, les Iris 2000, les 2500, etc., etc. Et très très rapidement, vers le milieu des années 80, ils sont passés à des stations de travail non plus basées sur de l'architecture 68000. D'ailleurs, comme le faisait Sun Microsystems à l'époque, hein, où ils basaient leurs stations de travail et leurs équipements, on va dire, sur une architecture 68000 avant eux-mêmes de migrer vers du Spark. Cette fois-ci, nos amis de Silicon Graphics ont pris le parti de migrer vers une architecture RISC, et donc que vous connaissez bien puisqu'on en a déjà parlé, c'est l'architecture MIPS. J'ai déjà parlé de l'architecture RISC et du MIPS dans une précédente vidéo, c'était l'an dernier. Je vous remettrai le lien quelque part dans la description. Et donc, ils ont migré vers l'architecture MIPS, donc qui leur a permis de commencer à construire des stations de travail, mais cette fois-ci des stations de travail autonomes. Ces stations de travail, il faut l'avouer, étaient vraiment le top du top sur le marché à l'époque, c'est-à-dire en termes de puissance de calcul, et de capacité graphique, puisque, encore une fois, grâce au système de Geometry Engine, il était possible, avec toutes ces cartes accélératrices, de pouvoir afficher des scènes 3D telles qu'il n'était pas possible avec les autres systèmes, que ce soit des stations de type Sun Microsystems, ou que ce soit, ou même des PC, ou les ordinateurs de l'époque, on était très très loin de ce qu'étaient capables ces machines de Silicon Graphics. Elles étaient réellement et complètement en avance sur leur temps, euh, tant au point de vue hardware qu'au point de vue software. Le software, je vais en reparler un petit peu après, parce que c'est un cas qui est assez intéressant dans l'histoire de Silicon Graphics. Ils se sont vraiment positionnés non pas comme un spécialiste du hardware pur, mais aussi comme un spécialiste du hardware couplé à du software vraiment dédié à ces possibilités 3D. En termes de hardware, donc je le disais, ils ont jeté leur dévolu sur l'architecture MIPS pour pouvoir construire ensuite les premières stations de travail Iris 4D, Iris 4D 50, pardon, Iris 4D 60. Alors ici, c'est la photo d'une Iris 4D 50, mais elles se ressemblaient à peu près toutes, et c'était les caractéristiques techniques qui changeaient principalement. Donc ces machines-là permettaient donc d'avoir très très tôt, finalement, dès les années 80 et jusque début des années, fin des années 80, début des années 90, du hardware vraiment dédié et très optimisé au calcul intensif, d'une part, au rendu 3D avec du matériel dédié, donc des cartes accélératrices dédiées. On voit bien qu'on était nettement en avance ils étaient nettement en avance sur leur temps. Pour la simple et bonne raison, c'est que quand on voit l'avènement des cartes graphiques, on va dire accélératrices 3D dans le monde du PC, qui sont arrivées que dans la deuxième moitié des années 90, hein, plus ou moins. Voilà. Donc, ces machines-là étaient vraiment des machines dédiées, mais alors avec un prix phénoménal. C'était des machines dont le coût unitaire dépassait plus d'une centaine de milliers de dollars, hein. Donc, il fallait réellement casser sa tirelire. Mais ça a très rapidement commencé à attirer une certaine population de professionnels
Et je pense notamment à deux catégories de population. Il y a la population industrielle pour la création, la modélisation d'objets 3D. Alors ça peut être des véhicules, ça peut être des pièces mécaniques, ça peut être aussi dans l'aéronautique, puisque très rapidement ces machines, de par leur puissance de calcul et leur capacité de rendu, leur permettaient de pouvoir modéliser très facilement et avec une excellente rapidité, mais aussi de pouvoir simuler des comportements mécaniques. Je pense notamment à la simulation de mécanique des fluides. Ça, c'était une grande spécialité des stations de travail Silicon Graphics, puisqu'elles avaient une puissance de calcul qui permettait de rendre disponible, accessible, je dirais, la simulation de mécanique des fluides, mais aussi de résistance des matériaux avec simulation de la torsion, etc., etc. Donc l'industrie, je dirais l'industrie lourde, on va l'appeler plutôt comme ça, donc celle qui vraiment euh, utilisait vraiment enfin, qui avait besoin de calculs numériques assez précis. L'industrie lourde s'est emparée un petit peu de ces stations de travail. Alors bien évidemment, comme je disais, à un prix en dollars qui était très élevé, mais qui leur permettait d'aller beaucoup plus vite sur la commercialisation, ou en tout cas la conception de différents équipements. Voilà, on pense, ça peut être des moteurs d'avion, ça peut être simuler des avions, des comportements dans l'air, ce genre de choses, etc. etc. Et une autre catégorie de la population s'en est très très rapidement emparée, notamment grâce à ses capacités de calcul et de rendu 3D, c'est évidemment le cinéma et la publicité. Très très tôt dans les années 80, le domaine du cinéma et de la publicité s'est rendu compte qu'il y avait des possibilités assez infinies dans la représentation de mondes virtuels ou le trucage d'images par le biais de logiciels 3D, et donc de pouvoir commencer à faire des animations de choses qui n'étaient pas possibles en vrai à faire. Alors, les premiers usages, c'était pas spécifiquement le cinéma. Chez Silicon Graphics, c'était beaucoup la publicité, mais très très rapidement, ça s'est répandu au cinéma. Alors, je vous parlais des stations de travail Iris 4D. Les stations de travail Iris 4D, ça a été vraiment une phase intermédiaire, je dirais, nécessaire, puisque ça leur a permis à Silicon Graphics d'affirmer son hardware, c'est-à-dire et son écosystème hardware de façon générale, c'est-à-dire donc des machines assez puissantes, euh, souvent monoprocesseurs, mais sur lequel ils commençaient à aller vers du multiprocesseur, sur une architecture dédiée, donc le RISC MIPS, et avec aussi, je dirais, du hardware complètement spécifique. Alors, je vais vous afficher une carte de Geometry Engine. Ça, c'est une version de carte Geometry Engine de Silicon Graphics. Donc, qui est une carte qui est équipée de mémoire vive, mais qui est aussi équipée de multiples microprocesseurs, qui sont des microprocesseurs. Alors ici, c'est assez intéressant. Ils ont fait le choix à l'époque d'utiliser des microprocesseurs Intel i860. Pourquoi? J'en ai strictement aucune idée, mais en tout cas, on voit que là, on est sur une carte graphique qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on a aujourd'hui dans nos machines, hein, mais c'était les prémices réellement des cartes accélératrices 3D, et rien que ces cartes-là coûtaient vraiment l'équivalent d'une paire de reins, hein, on va pas se mentir, hein, ça coûtait extrêmement cher, mais avait la possibilité de pouvoir décharger l'ensemble des calculs mathématiques, les transformations vectorielles, etc., directement sur la carte, et donc de laisser au système d'exploitation et aux applicatifs la possibilité de se concentrer sur ce qui est ce pourquoi ils sont conçus, c'est-à-dire faire tourner des applicatifs et non pas faire du calcul numérique pour représenter en 3D. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc très rapidement, fin des années 90, Silicon Graphics a commencé à faire évoluer sa gamme, et notamment vers une station de travail qui est restée assez mythique, c'est la SGI Indigo. La SGI Indigo, ça a été vraiment une station de travail pour laquelle on est vraiment passé de la génération des Iris 4D vers autre chose. Donc là, on commence à reconnaître une patte, une volonté de design et comment je dirais, d'imposer une certaine forme de puissance, parce que cette station de travail avait l'avantage d'être extrêmement évoluée pour l'époque, donc avec du CPU vraiment plutôt avancé, beaucoup de mémoire vive comparé aux standards de l'époque. Là, on pouvait parler en centaines de mégaoctets. Alors effectivement, aujourd'hui, ça nous fait rire quand on parle de centaines de mégaoctets, mais sur des machines de l'époque, avoir des microprocesseurs capables de gérer des centaines de mégaoctets de données
en mémoire vive ou des fichiers extrêmement volumineux, ça ne courait pas les rues. Et donc Silicon Graphics s'était fait une spécialité pour ça. Et la SGI Indigo avait aussi pour objectif de faire diminuer le coût de possession. Donc le TCO a mécaniquement diminué parce que ces machines étaient toujours très très chères à l'achat, mais au vu de la puissance qu'elles proposaient et par rapport à l'évolution technologique, ça en faisait des machines extrêmement abordables. Alors l'Iris Indigo est une machine vraiment charnière dans la gamme Silicon Graphics, et on peut vraiment parler dans l'histoire de Silicon Graphics de l'avant Iris Indigo et de l'après Iris Indigo. L'Iris Indigo a été ensuite rebrandé, ou en tout cas réingénéré sous une forme moins chère, plus puissante, et qui a été un véritable carton dans l'industrie, notamment l'industrie cinématographique et dans l'industrie qui avait besoin de puissance de calcul, c'était l'Indigo 2, donc qui se présentait pas sous la forme d'une tour comme celle-ci, mais sous la forme d'un PC type Pizza Box, donc vous voyez plutôt un boîtier plat qu'on posait directement sur le bureau avec le moniteur par-dessus. Alors les moniteurs, rappelez-vous, c'était les moniteurs CRT qui pesaient le poids de 3 ânes morts. Mais alors j'ai pas de photo de l'Indigo 2, mais techniquement parlant, c'est la même machine que l'Indigo, en plus puissant, en moins cher, et qui a fait vraiment un véritable carton parce que ça a rendu au début des années 90 très accessible ce type de matériel qui, encore une fois, remettez-vous dans le contexte des années 90, il n'existait aucun équivalent sur le marché. Nos PC, les PC qu'on utilise aujourd'hui, c'est-à-dire les compatibles IBM PC, c'était des machines qui, au mieux, avaient une carte EGA, voilà, ou VGA 256, MCGA, vraiment pour les plus riches, ou au pire, c'était des machines qui avaient des cartes CGA et des boîtiers qui faisaient bip bip avec des haut-parleurs internes. Donc on était quand même très très loin de ce qu'il était possible de faire avec une station de travail SGI. Donc les seules machines, je dirais, multimédia de l'époque qui pouvaient prétendre à travailler dans le domaine graphique, mais sans en avoir la puissance, c'était les Amiga, évidemment. Amiga Forever. Voilà. D'ailleurs, Émile, si tu m'entends, je sais que tu es fan de l'Amiga. Et bref, Amiga, vous savez, vous-même, vous savez. Mais en tout cas, pour revenir dans le domaine professionnel, la machine Indigo 2 a été vraiment un véritable carton et a permis à SGI d'engranger énormément d'argent, déjà, d'une part, mais aussi de faire énormément évoluer sa gamme. Sa gamme de machines qui va jusqu'à la fin des années 90 et tout début des années 2000, évoluer avec des machines qui, d'une part, étaient d'une puissance assez spectaculaire, voilà, mais d'autre part, avait un design extrêmement reconnaissable. Je vais vous présenter par exemple la SGI Octane. La SGI Octane, donc, qui est cette machine qui est bombée quelque part un peu par la puissance qu'elle renferme à l'intérieur. Et la SGI O2, voilà, cette très très belle machine. Donc toutes les machines SGI, on va dire, à partir presque du milieu des années 90, avaient un design extrêmement caractéristique. Alors j'ai pas pris des photos de toutes les machines pour vous les montrer. Je pense, on pourrait parler d'une machine aussi qui est extrêmement puissante et pour l'époque, encore une fois, qui est une des dernières qui a été produite par SGI, c'était la SGI Tezro. Celles et ceux qui savent de quoi je parle la voient dans leur tête. C'est une machine aux couleurs rouge, pourpre, plus ou moins. Pareil, avec un boîtier qui était vraiment extrêmement design. Vous chercherez sur Internet, vous verrez SGI Tezro. Ah, peut-être que je peux trouver ça. Je vais vous partager ça à l'écran. Tezro, si je la trouve, voilà. Je vais vous afficher ça ici et je vous fais mon petit partage d'écran. Voilà. Voilà. Donc la SGI Tezro, c'est cette machine-là. Donc cette machine qui est vraiment une machine assez incroyable puisque pour l'époque qui pouvait embarquer énormément de mémoire, par défaut qui était vendu avec quasiment 1 giga de mémoire vive, qui pouvait être multiprocesseur, 2 ou 4 processeurs si je me souviens bien. Pareil avec de l'espace de stockage. Et ce qui fait aussi la distinction de toutes ces machines, on va dire de l'époque
post-Indigo, c'est que toutes ces machines étaient dédiées réellement au traitement multimédia et notamment multimédia cinématographique. Il faut savoir, c'est que toutes ces machines proposaient quasiment en standard des ports de capture vidéo pour pouvoir aussi exporter de la vidéo, importer des images, se connecter à des systèmes de son de très très haut niveau. Et donc, c'était des machines qui étaient réellement dédiées et pour du calcul intensif, de la modélisation 3D, mais aussi énormément donc, pour le cinéma et l'audiovisuel de façon générale. Donc c'était des machines pour celles et ceux qui ont eu la chance de travailler dessus. Ça a été mon cas. À un moment donné, très très tôt, au début des années 90, j'ai eu la chance de travailler sur une station Indigo 2 pour laquelle j'ai développé un logiciel de morphing que j'ai vendu, un publicitaire qui avait craqué son slip pour s'acheter une station de travail Silicon Graphics. Et donc, j'ai pu développer le logiciel et directement le porter sur Irix, le système d'exploitation de Silicon Graphics. Et donc, ces machines, c'était vraiment des machines, je dirais, très très avancées. Et comme je le disais, qui avait déjà très très tôt, dès la fin des années 80, début des années 90, le support multiprocesseur. Ces machines étaient vraiment orientées calcul numérique multiprocessé. Et c'est là où ça m'amène au système d'exploitation Irix. Irix, qui est le système d'exploitation mythique de Silicon Graphics, très très tôt. Alors, il ne s'est pas appelé très tôt Irix, mais dès le début des années 90, il a été très vite rebrandé donc en Irix, qui était donc Iris Unix. Et donc c'est un Unix, voilà, comme son nom l'indique, qui est dérivé de System 5 avec des extensions BSD, notamment tout ce qui est tout ce qui est dédié à la programmation réseau, etc. Mais c'est un Unix qui a été lourdement modifié par rapport au System 5 et par rapport à tout ce qui pouvait venir de BSD pour vraiment s'orienter sur du traitement temps réel, donc avec des extensions noyaux temps réel, du traitement multimédia, justement, et donc de pouvoir supporter cette charge, de pouvoir afficher plusieurs flux vidéo, des rendus de cartes 3D, etc., très rapidement, sans que le système d'exploitation ne souffre de la surcharge. Et donc, Irix, je vous affiche une image du bureau mythique Irix. Donc Irix, qui à l'époque était un Unix, qui tournait donc sous X11 avec 4DWM, donc qui est un gestionnaire de fenêtres. Et c'est vraiment un développement custom qu'a fait Silicon Graphics à l'époque et qui était hyper intégré et au système d'exploitation, je parle de l'environnement de bureau, et du hardware. Donc on avait un écosystème qui était complètement cohérent et sur lequel on pouvait exploiter toutes les capacités hardware de la machine assez facilement. Et vous connaissez Irix, pourquoi? Parce que il est apparu dans quelques films, et notamment le fameux Jurassic Park. Vous connaissez cette image, ici, là, voilà. Cette image où Lex arrive devant l'ordinateur et dit « Ouais, mais je connais ça, c'est un système Unix » et sur lequel elle va jouer avec le fameux 3D File Navigator, qui était un logiciel qui a été développé en interne par SGI, par un des ingénieurs de SGI, pour pouvoir représenter les systèmes de fichiers directement sous forme 3D, donc dans lesquels on pouvait naviguer. Alors forcément, ça n'a pas d'intérêt en tant que tel en termes d'utilisation, mais c'était une des démos préférées que l'on pouvait lancer directement sur les systèmes Silicon Graphics. Et donc qui faisait comment je dirais, la part belle à l'exploitation des ressources matérielles de ces machines extrêmement puissantes. Et évidemment, étant un système Unix, ben, on pouvait récupérer tout ce qui pouvait exister, qui pouvait être compilé sous un Unix et pouvoir être porté directement sous Irix. Je pense notamment à tout ce qui est les logiciels libres de la deuxième moitié des années 90. Je pense notamment à The Gimp à partir de 1997. Et puis d'autres logiciels, mais aussi dans le domaine vidéoludique, eh bien, vous avez Quake, Doom, Quake 2, IO Quake qui tournent dessus sans aucun problème. Donc là, vous voyez une capture d'écran de ces 4 jeux qui tournent en même temps sur la même machine, donc sur une SGI Tezro avec 4 CPU. Et vous voyez que ça tourne de façon fluide, sans aucun problème, sans aucun ralentissement. Encore aujourd'hui, c'est des machines, vous pouvez trouver des vidéos assez intéressantes sur YouTube sur ces machines mythiques d'anthologie.
où il y a des gens, des collectionneurs, qui en ont encore chez eux, qui les maintiennent en vie et ça c'est vraiment super je trouve. C'est des machines, qui au-delà du fait, qu'il faut, elles ont une sacrée consommation de courant, tournent encore très, très bien aujourd'hui et on propose une expérience utilisateur qui, même si ça vieillit, évidemment là on voit bien le bureau fleure bon les années 90 mais même si ça vieillit, ça supporte encore très, très bien la charge et il y a des gens, qui encore aujourd'hui dans la communauté, font des portages, de jeux, sur ces plateformes, font des développements particuliers pour pouvoir continuer à faire vivre un petit peu, ces machines. Donc ce qui est, aussi, ce qui m'amène à une partie, intéressante, parce que je vous ai parlé beaucoup de hardware et là je vous ai parlé du système d'exploitation, mais en fait, quel impact a eu SGI, dans notre domaine? En fait, SGI a été un énorme contributeur sur, beaucoup de sujets et il a été l'initiateur de technologies que l'on utilise, aujourd'hui, assez couramment et je vais parler notamment, par exemple, d'OpenGL. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour exploiter, ces cartes, Reality Engine à l'époque et bah, tout le hardware qu'ils ont développé, aussi, bah, il fallait aussi un écosystème de programmation, qui permettait d'une part de programmer assez facilement, je dirais, tout cet écosystème de représentation de rendu 3D. Mais il fallait aussi, quand les clients passaient d'une gamme à une autre, pouvoir se dire, «Bah, écoute, moi j'ai juste besoin de recompiler et de pouvoir porter sur, l'autre machine», pour des machines, et avoir donc accès des caractéristiques un petit peu plus, évoluées. Et donc ils ont créé, le système, alors je vais l'appeler ça un framework parce qu'on peut dire que c'est une sorte de framework, de développement logiciel, IRIS-GL, donc Iris Graphic Library, qui permettait donc de pouvoir, faire du rendu 3D temps réel et donc d'exploiter les différentes capacités donc de ces cartes graphiques, à évoluer. Cartes graphiques qui proposaient déjà donc un frame buffer dans lequel on pouvait, dessiner dedans, mais aussi, tous les autres types de buffers qui pouvaient exister. Par exemple, le depth buffer pour tester voilà, la partie, les tests de profondeur. Des opérateurs qui faisaient les opérateurs de type scissors operator, ce genre de choses, etc. Et tout ça dès le début des années, fin des années 80, début des années 90. Silicon Graphics a pris le parti de créer donc l'ARB, l'Advanced Review Board, si ma mémoire est bonne, qui a permis donc de pouvoir un petit peu standardiser cette librairie et Silicon Graphics en a fait une bibliothèque qu'ils ont ensuite reversé, retiré toutes les parties un peu propriétaires qu'ils ne pouvaient pas reverser et donc reversé ce qui est devenu donc OpenGL en version 1.0. Et à partir du début des années 90, IRIS-GL progressivement a été entre guillemets évincé des produits de Silicon Graphics et remplacé progressivement par OpenGL. Pourquoi? Parce que l'avantage d'OpenGL, c'était de pouvoir permettre du rendu 3D déjà en local sur sa machine, mais aussi sur des machines qui pouvaient être distantes, donc faire de la représentation du calcul sur une machine et pouvoir le présenter à distance, un peu comme Xons le faisait et de pouvoir faciliter le portage de logiciels développés sur leurs architectures vers d'autres types d'architectures. Donc OpenGL, vous connaissez hein, maintenant, bah, OpenGL a été récupéré donc, par un consortium qui ensuite s'est renommé en Chronos Group et qui l'a fait évoluer et maintenant ça a vécu sa vie, on est à OpenGL 4 points je sais plus combien. Tout ça a fortement évolué et ça a fortement évolué parce que des acteurs tels que Nvidia, AMD, etc., sont arrivés sur le marché à la fin des années 90, ont commencé à prendre des parts de marché et ont développé aussi toute une couche logicielle, je dirais, qui était compatible avec OpenGL, ce qui a permis aussi de pouvoir faciliter des portages de logiciels professionnels, mais aussi de pouvoir permettre à des jeux vidéo aussi de pouvoir bâtir leur infrastructure sur OpenGL et non pas que sur DirectX qui émergeait aussi dès la seconde moitié des années 90 de la part de Microsoft, mais qui était un système propriétaire et totalement fermé. Autre chose qui a été créée par Silicon Graphics aussi, qui a été reversée à la communauté, c'est le système de fichiers XFS.
Quand on se repositionne dans les années 90, le stockage, d'une part, coûtait très cher, et surtout le stockage qui permettait de gérer des très très gros fichiers. Je parle de fichiers qui faisaient à l'époque plusieurs gigaoctets, ce qui n'était pas gérable par des systèmes de type FAT, par exemple sous MS-DOS Windows, ou pour d'autres types d'OS. Bah, XFS est un système de fichiers résilient, haute performance, et qui permettait donc de pouvoir stocker des très très gros volumes de données et de pouvoir y accéder de façon concurrentielle et de façon concurrentielle très poussée. Et donc, c'est un système de fichiers qui était utilisé notamment sur les baies de stockage de Sequoia Graphics, qui étaient revendus à leurs clients. Et le code de XFS a été reversé au noyau Linux, dans le noyau Linux, au tout début des années 2000. Je ne sais plus si c'est 2001, 2002, par là. Enfin, en tout cas, vous me corrigerez, mais c'est tout début des années 2000. Et donc, ce système de fichiers a été intégré au noyau Linux. Alors, pourquoi au noyau Linux? Parce que là, j'en arrive presque sur le déclin de Silicon Graphics, c'est que Silicon Graphics, malgré que c'était une boîte qui était assez avancée technologiquement parlant, et c'était une boîte qui finalement représentait le futur, c'est une boîte qui n'a pas survécu à son propre futur. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ont fait de très mauvais choix. Ils ont fait de très mauvais choix stratégiques qui ont fait que la boîte progressivement s'est vue dévaluer, a dégringolé et s'est fait dépasser par des acteurs naissants dans le domaine notamment des cartes graphiques. Je pense notamment Nvidia. Si on ne pouvait parler que d'eux, il n'y a pas que, mais principalement Nvidia et AMD. Et une des premières erreurs qu'a fait Silicon Graphics, c'était de racheter Cray, l'entreprise Cray, donc qui était spécialisée dans les systèmes de supercalculateurs. Alors pourquoi? Pour différentes raisons. Il y avait une des raisons principales, c'était de pouvoir mettre un pied dans les systèmes de supercalculateurs pour pouvoir accéder à certains marchés US, mais aussi de pouvoir accéder à certaines technologies qui avaient été développées spécifiquement par Cray, notamment tous les systèmes NumaFlex, etc., qui sont hérités directement de la technologie Cray. Alors, ces technologies-là permettent à plusieurs calculateurs, plusieurs serveurs, de créer donc un supercalculateur et de pouvoir échanger à très très haute vitesse entre ces différents calculateurs qui peuvent proposer des architectures en termes d'architecture mémoire, en termes d'architecture processeur très 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 différentes. Donc le fameux NUMA, Non Uniform Memory Array, donc qui permettait de pouvoir accéder à des zones de mémoire qui ne sont pas forcément uniformes partout, entre guillemets, sur votre réseau d'architecture technique. Si je simplifie ça à l'extrême. Et tout ça, ça a permis d'une part à Silicon Graphics de pouvoir mettre un pied là-dedans, mais ça a été un petit peu le début de la fin, parce que c'est une acquisition qui leur a coûté très très cher. Et le deuxième point, c'est qu'ils sont passés très très tard à l'architecture x86. Eux, ils ont travaillé sur l'architecture MIPS jusqu'au-delà de la deuxième moitié des années 90, donc jusqu'à 95, 90, 95, 97, plus ou moins. Ce qu'il faut savoir, c'est que à cette période-là, l'architecture x86 a commencé à prendre vraiment en puissance, notamment avec l'avènement du Pentium. L'architecture MIPS coûtant très très cher à maintenir côté Silicon Graphics et à créer du matériel pour, ils y sont allés très très tard vers l'architecture x86. Pourquoi ils auraient pu très bien rester sur l'architecture MIPS, mais le problème c'est que beaucoup de leurs clients commençaient à évoluer sur des architectures certes moins puissantes, moins performantes, mais 50 à 100 fois moins chères. Et donc, le problème c'est que lorsqu'ils ont commencé à se rendre compte que beaucoup de leurs gros clients, et je pense notamment à des studios de cinéma, des studios d'effets spéciaux, etc., commençaient à migrer progressivement vers des machines qui étaient des machines, on va dire, de type consumer, ou du PC, on va dire du PC Pro, mais pas du niveau des stations de travail Silicon Graphics, donc basé sur du Pentium et sur du Linux qui commençait à prendre sa part de marché vraiment de façon très très forte. N'oublions pas que Linux a enterré globalement tous les Unix propriétaires en moins d'une décennie, hein, ou en à peine 10 à 15 ans, quoi. Donc ils s'en sont rendus compte très très tard, et donc ils ont commencé à produire un petit peu en mode poulet sans tête, à casser un petit peu leur écosystème et aller tantôt vers des machines x86 basées sur du Windows NT mais avec des cartes graphiques brandées
brandées SGI, donc conçues par SGI et brandées SGI, ou sur d'autres machines qui tournaient sous Linux, mais ils ont commencé, ou de l'Itanium aussi, ils n'ont pas utilisé que du x86, mais aussi de l'Itanium, notamment pour leur supercalculateur. Mais ils ont commencé à éclater un petit peu leur écosystème et ils ont eu beaucoup de mal à finalement faire des choix très affirmés qui leur auraient permis de rebondir. D'autres acquisitions, ils ont acquis aussi Alias Wavefront, donc, qui est une société qui éditait des logiciels de conception 3D, principalement, mais pas que, de rendu d'images de synthèse, de calcul mécanique, tout ça, etc. C'est des acquisitions qui ont coûté cher, notamment pourquoi? Parce qu'ils voyaient que Microsoft aussi arrivait très très fort dans ce domaine. Merci DirectX et merci, on va dire, leur leur arrivée dans le domaine vidéoludique et logiciel professionnel 3D. Et en fait, ils ont acheté des entreprises qui leur ont coûté cher, mais un petit peu sous le coup de la panique. Et tant et si bien que Silicon Graphics a perdu énormément de parts de marché, même s'ils ont gagné des très très gros marchés, comme notamment équiper la NASA en termes de supercalculateurs, avec leur système de supercalculateur Altix basé sur de l'Itanium 2 et tout leur système Numa, NumaFlex, Irix et j'en passe et des meilleurs. Mais le problème, c'est que ça ne permettait plus à l'entreprise de vivre, et donc SGI s'est positionné en faillite en 2006, donc qui ne concernait que l'entreprise AGI basée aux États-Unis et non pas les filiales du reste du monde. Ça a tenu pendant un moment et en 2009, SGI s'est mis vraiment sous un mandat de faillite et a été ensuite racheté pour être revendu finalement à Hewlett Packard, pour peut-être, je crois, 40 millions de dollars, une somme dérisoire comparée à ce qu'elle valait peut-être 10 ans ou 15 ans plus tôt. Et c'en était fini donc de Silicon Graphics. Et on peut faire le parallèle à peu près à la même époque. Rappelez-vous, Sun Microsystems, qui à peu près à la même époque s'est fait racheter par Oracle et a disparu, a été complètement délité, a disparu de nos mémoires collectives, je dirais. Donc ce sont deux grands noms qui ont finalement émergé à peu près en même temps, parce qu'ils ont émergé à peu près début des années 80, presque la même année plus ou moins, et se sont éteints quasiment en même temps, parce qu'ils n'ont pas su sentir le vent tourner sur le marché qui était complètement en train de se retourner pour le coup, et l'avènement du x86, puis ensuite du x86-64 avec des acteurs qui ont commencé à faire monter en gamme les capacités techniques et technologiques. Merci, je suis libre, qui dit HP a racheté SGI pour 275 millions de dollars, ce qui était énorme comparé à combien elle avait été vendue. Je crois que c'était 20 ou 30 millions de dollars juste avant. Merci pour la précision. Et donc, cette entreprise, ces entreprises ont disparu comme ça de leur belle mort, mais parce qu'ils ont changé le futur et un futur pour lequel elles n'ont pas du tout survécu. Voilà, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas senti le vent tourner sur le marché par rapport à tous ces acteurs qui arrivaient. Et comme on voit maintenant où est positionné Nvidia sur le marché en tant que fournisseur de GPU, de systèmes de calcul intensifs, etc. Oui, c'est dommage parce que Silicon Graphics, ce type d'entreprise, avait la possibilité d'être le Nvidia qui est aujourd'hui, mais encore une fois, je pense que les enjeux commerciaux, ou en tout cas les stratégies commerciales, faisaient qu'ils réservaient quelque part finalement leurs produits à une forme d'élite, des gens qui étaient capables de payer très cher du matériel très haut de gamme, mais c'est qu'à un moment donné, ce genre de marché ne tient pas dans la durée, et évidemment, ça a disparu. Voilà pour un petit peu l'histoire de SGI. Alors, je parlais de Jurassic Park tout à l'heure volontairement parce que vraiment l'explosion de SGI sur le marché, c'est une boîte qui a vraiment eu la lumière sur elle dès 1992-1993. Pourquoi? Parce que à cette époque, en 93, est sorti Jurassic Park, le film, donc qui a permis au monde de voir des vrais dinosaures rendus en 3D, en images de synthèse, qui étaient réellement réalistes avec des animations réalistes.
Et vraiment, ça a été vraiment un banger à l'époque. Ça a permis on est passé vraiment des effets pratiques, puisque rappelons-le, à l'époque, c'était Phil Tippett qui était en charge de créer les effets spéciaux. Et normalement, les dinosaures devaient être créés avec des animatroniques et en mode image par image. C'est Denis Muren qui a fait son acolyte, qui a fait des expérimentations donc sur des stations de travail Silicon Graphics de rendu de dinosaures en 3D. Et ils ont été tellement bluffés par le rendu que le studio a décidé donc de changer son fusil d'épaule et de partir sur du rendu pur en images de synthèse. Et effectivement, un petit peu avant, et on me le dit, là, c'est Mémoire Morte aussi qui le dit dans le chat, juste un petit peu avant, 91-92, c'est grâce aux stations de travail Silicon Graphics, mais sur lequel il y a eu moins de communication à l'époque sur ce matériel et sur ce logiciel, donc qui a permis la production de Terminator 2, et donc de ces effets spéciaux qui étaient vraiment assez redoutables pour l'époque, avec ce fameux T-1000 en métal liquide qui reflète son environnement, avec du morphing partout. Enfin, c'était juste incroyable. Et c'est ces stations de travail qui ont permis l'émergence en fait d'une partie de cette industrie cinématographique qui est aujourd'hui maintenant, on ne peut que le regretter, utilise à outrance des images de synthèse, parfois beaucoup trop rapidement, et on voit que on est un peu dans du dégueulis d'images de synthèse, parce qu'il faut produire vite, il faut produire pas cher. Alors évidemment, c'est très beau, mais enfin c'est parfois très beau, pas toujours. Parfois c'est même un peu dégueulis, on va dire. On voit qu'on est dans du CGI, je dirais un peu bâclé. Et vous savez, vous êtes en train de regarder le film, vous dites ouais, ok, c'est vachement bien fait, mais on sent bien qu'il y a un truc qui colle pas, il y a un truc qui fait pas réel, quoi. Et malheureusement, c'est que à l'époque, il y avait beaucoup d'effets pratiques et peu d'images de synthèse, mais qui étaient au service des films. Maintenant, c'est plutôt l'inverse. Très peu d'effets pratiques, énormément d'images de synthèse pour essayer de faire des trucs qui rendent le film époustouflant, mais au final qui ne servent pas forcément l'œuvre en tant que telle. Bon, voilà. Je ferme cette petite parenthèse parce qu'on pourrait en discuter pendant des heures. Mais voilà. Et il y a Joël Séguillon qui dit comment T2 peut-il être si beau et Avatar si moche. Bah, Avatar, c'est techniquement parlant, c'est une prouesse technologique dans le sens où l'intégralité du film est tournée en images de synthèse avec des simulations d'eau, de plans, de tout ce que tu veux, etc., etc. Mais quand on regarde le film, Avatar, même Avatar 2, j'ai pas vu le 3 parce que franchement, je me suis tellement fait chier devant le 2 que je suis pas allé voir le 3. En fait, on voit qu'on est devant de l'image de synthèse. Il y a encore un truc, même si c'est très bien fait au demeurant, c'est techniquement hyper avancé, mais il y a un truc auquel on ne croit pas parce que à être trop immergé dans un système d'image de synthèse, bah en fait, on en perd un peu la notion, je pense, avec le réel. Et je pense que ce qui faisait la force des films du début des années 90, milieu des années 90, c'est que avec le bon niveau de financement et le bon matériel, celui de Silicon Graphics à l'époque, parce qu'il était exclusivement utilisé par l'industrie cinématographique, et les logiciels qui allaient avec, il y avait peu d'images de synthèse, mais vraiment au service de l'œuvre, en tout cas pour beaucoup de films qui sont des blockbusters, on pense notamment T2 et Jurassic Park, évidemment. Voilà. Donc voilà un petit peu pour le sujet du jour, ce dont je voulais vous parler. Je voulais revenir un petit peu sur ce banger absolu qui avait été Silicon Graphics, sa vie, sa naissance, sa vie et sa mort. Voilà. En tout cas, Silicon Graphics, tout comme Sun Microsystems, et un jour je ferai un live sur Sun Microsystems, qui aussi a apporté énormément de choses à l'écosystème numérique qu'on a aujourd'hui. Bah, Silicon Graphics a apporté notamment le calcul massivement parallèle avec des technologies qui étaient vraiment en avance sur leur temps, hein, dès le début des années 90. Leur système d'exploitation, notamment IRIX, était capable de gérer des systèmes avec 1024 processeurs, ce qui n'était pas possible ailleurs, hein. Donc ils étaient vraiment en avance sur leur temps. Ils nous ont créé et reversé OpenGL, ils nous ont créé et reversé XFS, pour ne parler que de ces deux technologies, je ne vais pas dire majeures, mais importantes, on va dire, sur le marché. Et Sun Microsystems, pareil, j'en parlerai dans un prochain live, qui ont apporté énormément de choses. On pense notamment à Java et ZFS, si on ne pouvait parler que de ça, mais il y a encore beaucoup d'autres choses, évidemment. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. On va aller se rendre sur le live de notre ami Titi Moby. Donc je vais faire préparer le raid tout de suite.
Et pendant que le raid est en train de se lancer, je vais vous faire d'énormes bisous et je vais vous dire à la prochaine fois, probablement lundi prochain. Donc on verra si je parle de Sun ou si je parle d'autre chose. En tout cas, passez une excellente semaine et on se retrouve tout de suite sur le live de Titi. Pour celles et ceux qui me regardent sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des j'aime, des commentaires, tout ça, etc. C'est quand même super, super important pour les gens comme moi qui créent un peu de contenu, d'avoir un peu de feedback pour voir où ça pêche ou si ça vous plaît ou ce genre de choses, etc. Donc n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Et on y va, on part chez l'ami Thierry. Moi je vous fais des bisous, à ciao ciao, bye bye. Si j'arrive à basculer, voilà.